Ce devaient être des vacances de rêve, sur l'un des plus gros paquebots de la Méditerranée. À la décoration spectaculaire. À l'intérieur de l'un de ces ascenseurs, Anna est émerveillée par ce qu'elle découvre. On voit les lustres, t'as vu? C'est des piments. Allez, on est arrivé. Une grande première pour cette jeune femme de 33 ans et son mari Bruno. C'est lui qui tient la caméra. Il a pour habitude de filmer toutes leurs vacances et il ne rate rien. Bon, là, on va dans la chambre qui devrait être ouverte pour la première fois. Anna et Bruno n'ont pas choisi une cabine grand luxe, mais d'un bon standing. Leur belle semaine de vacances à bord peut enfin commencer. Dimanche 8 janvier 2012, on est arrivé dans la cabine. Bon, le lit a l'air pas mal. Ah, mais important, quoi. Cette croisière, c'est une grande première pour Anna et son mari. Un baptême qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Leur beau voyage va se transformer en naufrage. 5 jours après leur départ, leur immense paquebot heurte un rocher et commence à couler. 4229 personnes, prises au piège, tentent de fuir dans la panique générale. La sortie est de l'autre côté, dépêchez-vous, elle est de l'autre côté. Je te dis pas ça va nous arriver à nous, quoi. Et puis même quand ça arrive, on n'y croit toujours pas. On se dit c'est pas possible, il va pas couler, c'est pas possible. Anna, ici à gauche, et son mari ont filmé minute par minute leur naufrage. Donc là, on n'a pas réussi à embarquer dans les bateaux de sauvetage. À chaque fois, on arrivait, ils étaient pleins. Beaucoup n'arrivent pas à monter à bord des chaloupes de secours. Elles sont prises d'assaut par des centaines de passagers, prêts à tout pour sauver leur peau. Quitte à prendre la place des enfants. L'enfant, s'il vous plaît, le petit! Certains naufragés ont été choqués par ces scènes. Les femmes et les enfants d'abord, c'est que dans les films. C'est faux. Dans la réalité, c'est faux. C'est l'instinct de survie, les gens s'en foutent. Rien n'a été épargné aux passagers. Certaines grues qui descendent les bateaux de secours ne fonctionnent pas. D'autres chaloupes tombent et se fracassent sur l'eau. Pour sauver leur vie, plusieurs familles se jettent à la mer avec leurs enfants. Je les ai rassurés, je leur ai dit, bon, vous savez nager, vous avez des gilets, c'est pas compliqué, vous foncez tout droit, vous cherchez pas à comprendre. De ce géant des mers, il ne reste plus que cette carcasse échouée le long de la petite île italienne de Giglio. Dans le drame, 25 personnes sont mortes, 7 ont disparu. Grâce à de nouveaux témoignages et de nouvelles vidéos, nous allons lever le voile sur les aspects les plus sombres de cette terrible nuit. Je vais voir sur la terrasse. Anna, employée, et Bruno, technicien, ont déboursé 1 000 € pour une semaine à bord en pension complète. Merci, la terrasse. À ce prix-là, ils ont droit à un petit plus. Là, el balconi. Ouais, mangia la pasta, qui sont là. Un balcon avec vue sur la mer. Ces vacances, il les attendait avec impatience, pour oublier que Bruno a frôlé la mort il y a peu de temps. Mon mari a eu un très grave accident de moto l'année dernière, en mars. Il a été opéré une dizaine de fois. Il a des plaques et des vis un peu dans tout le corps. Maintenant que les opérations sont passées et qu'il commençait à aller mieux, on voulait un peu tourner la page, on va dire. Partir en vacances, profiter de la vie et se détendre. Ah voilà, alors, il y a encore des bus qui arrivent. Le Concordia embarque près de 3200 vacanciers. À bord, ils ont droit au confort d'un hôtel de luxe. Ce paquebot, c'est l'un des fleurons de la compagnie de croisière italienne Costa. Un navire de 290 mètres, plus long que le porte-avions Charles de Gaulle. Pour les vacanciers, tout est fait pour qu'ils s'amusent, du matin au soir. Sur le pont, ils ont le choix entre 4 piscines, 5 jacuzzis et même un toboggan aquatique. À l'intérieur, il y a 5 restaurants, 13 bars, un casino, un théâtre sur 3 étages et des salles de fitness avec un équipement dernier cri.
C'était magnifique, quoi. C'est palace. Oui, c'est un palace. C'est un palace flottant. Et pour certains clients privilégiés comme Jessica et Olivier, un commercial invité en séminaire par sa société, la compagnie a prévu un cadeau de bienvenue. Là, on avait du champagne qu'on n'osait pas toucher parce qu'on ne savait pas si c'était offert ou s'il fallait le payer. Donc au début, on n'a pas osé toucher. Et Olivier est sorti et a demandé si c'était à consommer gracieusement ou pas. Donc c'était offert par la maison, en fait. Donc on l'a bu. Du coup, on était un peu pompette. C'est donc dans cette ambiance de fête que le paquebot prend la mer. Jessica n'a aucune crainte, car sur un tel bateau, elle n'a pas l'impression d'être sur l'eau. Vous partez en mer et là, vous partez en mer et vous ne sentez même pas le bateau bouger, quoi. Donc vous vous dites, et pourtant il y avait de la houle, hein. Je peux vous dire que là, ce jour-là, ça tapait. Et vous vous dites que voilà, c'est vraiment un palace sur l'eau qui risque rien. Pour cette croisière d'une semaine, le Costa Concordia fait un grand tour en Méditerranée, qui passe notamment par Marseille, Barcelone et Palma de Majorque. À chaque escale, les passagers ont l'après-midi pour visiter. Le 5e jour, ils accostent à Rome. Ils ne sont plus qu'à quelques heures de la catastrophe. C'est un vendredi 13 janvier. Et Martine, 57 ans, a un léger pressentiment. Pour leur première croisière, cette employée d'une agence de voyage et son mari Patrick, conseiller bancaire, sont partis avec 2 copains. Et elle plaisante. Je suis superstitieuse. Je leur avais dit la veille, je dis « Oh, demain c'est vendredi 13, je déteste les vendredis 13. »« Oh, Martine Doudou, tu vas pas nous faire suer, demain on va au Vatican. » On mettra un cierge. L'horreur quand j'y pense. À Rome, Anna et son mari en profitent pour rendre visite à de la famille. La journée se passe tellement bien qu'ils ratent presque le bus de retour. On avait le bus à 17h et on est arrivé à pile à 17h, je crois. Il est parti à l'heure et les gens ont été comptés dans le bus une fois qu'il était déjà parti. Là, rétrospectivement, vous dites quoi? On aurait dû. À bord, cette soirée du vendredi 13 commence dans la bonne humeur. Au restaurant, les serveurs dansent avec les touristes et font le spectacle, comme on le voit sur ces vidéos tournées lors d'une précédente croisière. Certains se lancent sur la piste, au son des classiques italiens. Lors de ces soirées, Anna et Bruno préfèrent aller au casino. Ils ont un faible pour les machines à sous. Alors, Gagna? Ah non, elle n'a pas gagné. Pas très loin d'eux, Jessica et Olivier ont pris place dans un restaurant haut de gamme, situé à l'arrière. Ils sont en plein repas, lorsque le commandant passe par là et vient les saluer. Un homme très charmant, beau gosse, italien, dans sa splendeur, quoi. La prestance vraiment de l'italien. Ce commandant, le voici. Il s'appelle Francesco Schettino. Il a 52 ans et il est à la tête du Concordia depuis 3 ans. À chaque départ, le maître à bord assure le spectacle. A nome della direzione della Costa Crociere e tutto l'equipaggio, il piacere e l'onore di darvi il benvenuto a bordo. L'accogliente atmosfera di bordo contribuiranno a trasformare il vostro soggiorno in un'esperienza indimenticabile e meravigliosa. Grazie, buon venuto a bordo. Tout au long du voyage, le commandant aime se mêler aux passagers. Beau parleur, il impressionne par son charisme. Mais le soir du drame, il va perdre de sa superbe. Quand il passe saluer Jessica et Olivier à leur table, il ne prend pas le temps de discuter. Il est environ 21h30. Il leur dit qu'il est pressé. Il a expliqué qu'il avait une manœuvre périlleuse à faire, mais il n'avait pas l'air affolé ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc il n'y avait vraiment aucun lieu de se dire bon, il va se passer quelque chose, quoi. Le commandant veut faire une manœuvre audacieuse. En italien, elle s'appelle l'inchino, la révérence.
C'est une pratique relativement courante pour les bateaux de croisière. Elle consiste à faire passer le paquebot au plus près de la côte pour saluer les habitants. Comme sur cette vidéo où en août dernier, le Concordia effectuait sa révérence en rasant de près l'île de Giglio. Cette fois-ci, tout s'était bien passé. Le 13 janvier, il est 21h. Comme tous les soirs, des centaines de passagers quittent les restaurants pour aller au théâtre situé à l'avant du bateau. Ils vont voir un spectacle de magie. Anna et Bruno, Martine et Patrick assistent chacun de leur côté à la représentation. À un moment, tous les quatre sont intrigués par l'un des numéros du magicien. On était au 3e numéro, il s'est mis devant la scène, certainement peut-être pour dire quelque chose, je ne sais pas. Au même moment, moi j'ai vu le rideau s'incliner derrière lui, un grand rideau de théâtre, hein, s'incliner au moins de 35 degrés. Et j'ai eu franchement, j'ai eu un moment, je me suis dit, c'est un effet d'optique et il est fort, quoi. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Ça fait partie du spectacle. Ils ne le savent pas encore, mais en faisant l'inchino, le commandant s'est approché trop près de la côte. Et l'impensable s'est produit. Le paquebot vient de heurter un rocher. Sous le choc, il s'incline à bâbord, c'est-à-dire sur son flanc gauche. On a reçu un peu d'eau, c'était les seaux à champagne qui tombaient, il y avait de l'eau par terre. Mais au même moment, elle m'a dit, je crois bien que je suis en train de tomber sur toi. C'est-à-dire que... Tu glissais? Je glissais, elle glissait. Je dis, tiens, je glisse sur toi. C'est tout ce qu'ils perçoivent de la terrible collision. Dans le théâtre, personne ne s'inquiète. En revanche, dans les restaurants, c'est l'affolement. Les clients ont beaucoup plus ressenti l'impact. C'est mieux si vous restez assis. Restez assis. Les serveurs tentent de faire asseoir les passagers, mais tout le monde veut sortir au plus vite. Dans la précipitation, une dame tombe. Restez calme. Dans la foule, il y a cette jeune femme, Sarah, son mari et leurs 2 enfants. Ils ont profité d'une promo pour s'offrir cette croisière à l'occasion de leurs 6 mois de mariage. Il y a eu tout qui est tombé, les tables qui s'est renversées, les chaises. Il y a des gens qui se sont tout pris. Donc nous, on a commencé à se lever. Donc on est resté 3 minutes figés parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Et puis d'un seul coup, paf, plus de lumière. La lumière s'est éteinte 15 secondes, mais dans le noir total. Quand la lumière revient, la plus grande confusion règne. La sortie est de l'autre côté, dépêchez-vous. Elle est de l'autre côté. Les serveurs sont dépassés et personne ne sait ce qui vient d'arriver. Sauf quelques passagers, comme Jessica. Au moment de l'impact, elle fume une cigarette avec un copain sur le pont à l'extérieur. Sous la violence du choc, elle a failli passer par-dessus bord. Et il m'a dit, mais mon Dieu, on est proche de l'île. Et là, on a tapé en fait un rocher énorme en contrebas qui était en décalé de l'île. De là, on a été propulsé en avant. Et en fait, mes jambes ne touchaient plus le sol. Donc, il m'a tenu pour pas que je me renverse, que je passe au-dessus de la barrière. Ce rocher, le voici au premier plan. Il a déchiré la coque du bateau sur une longueur de 70 mètres. Des tonnes d'eau s'engouffrent maintenant dans les cales. À ce moment-là, le commandant Schettino réalise-t-il la gravité de la situation? Nous avons retrouvé une vidéo tournée à l'intérieur même du poste de pilotage, au moment où les alarmes signalent une voie d'eau. Le mécanicien, chargé d'évaluer les dommages, fait un rapport alarmant. Il s'adresse directement à Francesco Schettino. Sono 2 compartimenti. Con 2 compartimenti questo camminiamo, non ci sta problema, anche perché la parte... À cette minute-là, le commandant a encore l'espoir de sauver le Concordia. Car la coque est constituée de 7 compartiments. Tant que seulement 2 sont remplis d'eau, le bateau flotte toujours. Mais ce que ne sait pas encore Francesco Schettino, c'est qu'au moins 3 compartiments sont envahis par l'eau. Le paquebot est condamné. Et dans un premier temps, le commandant va avoir un bon réflexe. Les moteurs ne fonctionnent plus, mais il profite de l'élan qu'a pris son navire pour le ramener près des côtes. Car s'il sombre en pleine mer,
les opérations de sauvetage sont encore plus risquées. Au poste de pilotage, on l'entend donner ses instructions. La manœuvre a réussi. Le bateau vient s'échouer près de l'île de Giglio. Ce soir-là, ce sera la seule bonne décision du commandant Francesco Schettino. La situation est désespérée, mais les passagers n'en savent encore rien. Après le choc, Anna et Bruno ont quitté le théâtre et sont retournés dans leur cabine à l'avant du bateau. On n'a plus d'électricité dans les chambres. Depuis l'accident, les cabines sont plongées dans le noir. Seuls les couloirs sont éclairés par des lumières de secours. Tu sais qu'on n'est pas loin des côtes et on est en train de dériver. Ouais. Il était en train de tourner comme ça vers la côte. Bruno a récupéré sa caméra. À partir de cet instant, le couple va tout filmer minute par minute. De leur balcon, ils aperçoivent le port de Giglio. Nous sommes vendredi 13, vers 22h, et on est arrêté. Donc comme vous pouvez peut-être voir, là on penche pas mal. Le bateau s'incline progressivement, et étrangement, ça n'a l'air d'inquiéter personne. Car le commandant fait diffuser des messages rassurants. En 4 langues. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Je vous parle au nom de notre commandant. Nous avons actuellement un problème électrique sur les générateurs du navire, mais la situation est sous contrôle. Les techniciens travaillent actuellement pour résoudre ce problème. Du coup, le couple reste détendu. Anna se moque même des passagers qui prennent leurs précautions. Vous filmez les gens là-bas, avec le gilet de sauvetage. Mais certains commencent à se poser des questions, comme cette autre famille. Nathalie, Patrick et leurs 2 garçons observent avec inquiétude les va-et-vient de l'équipage. Il n'y a pas eu d'annonce précise nous demandant de mettre les gilets. Mais bon, on s'est dit, si tout le monde a les gilets, bon, on voyait même le personnel de Costa avec leurs gilets jaunes, alors que les nôtres étaient oranges. Donc on s'est dit, bon, allez, on va faire comme tout le monde, on met nos gilets. Effectivement, le personnel circule avec leurs gilets de sauvetage autour du cou. Et la tension monte d'un cran parmi les passagers. Vous parlez espagnol? Oui, un peu. Pourquoi vous avez mis votre gilet de sauvetage si tout va bien? C'est juste au cas où. Je vois un membre de l'équipage, je lui dis « Excusez-moi, c'est un exercice ?» Il me dit « Non, non, c'est la réalité. » Nous, on avait vu qu'il y avait les gilets de sauvetage dans les armoires, donc on commence à prendre. En s'éclairant à la lumière de leur téléphone portable, Anna et Bruno récupèrent leurs affaires à tâtons. T'as pris tes médicaments? Non, enfin si, oui, j'ai pris ce soir. Et alors on prend un gilet de sauvetage. Donc on va commencer à prendre les gilets de sauvetage. Les passagers n'ont toujours reçu aucune consigne, mais la plupart se dirigent naturellement vers le pont 4, où se trouvent les chaloupes de secours. Anna et Bruno suivent le mouvement. Bon, on était au 7e pont, il fallait aller au 4e pont, le point de rassemblement où il y avait les chaloupes. Et là, il y a du monde qui descend, donc ouais, c'est un peu la cohue, on va dire. Dans les escaliers, certains tentent de rassurer leurs enfants. Il vino mi devono pagare, eh. Calma, Clara, calma. Calma. Si è rotto il motore, ok? Si è rotto il motore? Sì. Quand Anna et Bruno arrivent sur le pont 4, il y a déjà foule. Bon, alors là, on est au point de rassemblement, où il y a beaucoup de monde. Le bateau est bel et bien échoué. Il penche dangereusement. Et malgré cela, il n'y a toujours pas d'ordre d'évacuation. Avance. Ça sert à rien. Si, ça sert, Je vous transmets un message au nom de notre commandant. Nous vous demandons de retourner gentiment dans vos cabines. Ou si vous voulez, vous pouvez aller dans les salons à côté. Nous n'avons pas encore fini de réparer la panne électrique qui a endommagé le générateur. Le bateau est maintenant très incliné. Se déplacer devient de plus en plus difficile.
À l'image de ce groupe d'amis, les passagers n'obéissent plus aux consignes. Ils sentent que leur vie est en jeu. Ils nous ont dit, vous restez dans les cabines avec les portes ouvertes. Alors, c'est là où, je crois que c'est ma femme qui lui a dit, non, moi je reste pas dans ton cercueil, là. Hein. Et moi, il n'était pas question qu'on reste dans les cabines, de toute façon. Moi, je voulais savoir ce qui se passait, je voulais voir à l'air libre ce qui se passait. Je commençais à trouver bizarre que ce soit une simple panne de générateur qui fasse que le bateau penche autant. Je commence à m'inquiéter parce que on nous dit rien. Ça fait demi-heure, 3/4 d'heure qu'on est sur ce pont. Il y a de plus en plus de monde. Des passagers, mais aussi des employés inquiets appellent leurs proches et même les secours italiens. La capitainerie du port de Livourne est alertée et elle contacte Francesco Schettino pour évaluer la situation. Et il va mentir, alors que son bateau coule avec 4229 personnes à bord. Cortesemente, avete dei problemi a bordo voi? Sì, affermativo, abbiamo un blackout a bordo e stiamo verificando le condizioni. Che tipo di problema? Solamente il generatore, perché i carabinieri di Prato hanno ricevuto una telefonata di un parente di un marittimo che diceva durante il pranzo gli è cascato tutto in testa. No, negativo, abbiamo un blackout e stiamo verificando le condizioni a bordo. Pourquoi Francesco Schettino ne demande-t-il pas d'aide ? À ce jour, cela reste un mystère. Car peu de temps après, le commandant va ordonner l'évacuation du navire. Patrick est un ancien marin, ce qui lui permet de déchiffrer les ordres diffusés dans les haut-parleurs. Il y avait des annonces qui commençaient toujours par Tango India, il y en a eu 4, qui étaient des messages destinés aux membres d'équipage. La troisième phrase, la plus importante, ça a été quand on a entendu Tango India Lifeboats. Là, tu es devenu tout blanc. Là, je suis devenu tout blanc parce que j'ai compris qu'il demandait à l'équipage d'aller préparer les canots de sauvetage. Et j'ai compris qu'on allait y aller. Et ça n'a pas loupé parce que 5 minutes à peu près. En même temps, ouais. La sirène. La sirène a retenti dans tout le bateau. 7 sonneries courtes et une plus longue. Au poste de pilotage, le commandant vient de donner l'ordre ultime. Dès que cette sonnerie va retentir, ça va être la furie totale. Il est 23h. 1h15 après le choc, tout le monde a ordre de rejoindre les chaloupes. Dirigez-vous vers le pont 4. Le pont 4. Pour s'y rendre, c'est un parcours du combattant. Sarah et sa famille ont le plus grand mal à traverser le restaurant. Ma fille, elle s'est pris des assiettes, elle s'est pris plein de trucs sur la tête. Il y avait des bouteilles d'huile d'olive qui étaient renversées. Donc quand on montait, on glissait, on s'agrippait parce qu'il y avait des tables qui étaient fixées. Donc on essayait de s'agripper et de les contourner pour essayer de monter et arriver un peu là où il y avait de la moquette, où ça glisse moins que le carrelage. C'était atroce, quoi. Puis tout le monde qui crie. C'est panique totale. Et puis l'équipage eux-mêmes était en panique. Ils couraient dans tous les sens, ils nous bousculaient. Il y avait pas d'organisation. C'était quoi, chacun pour soi? C'était chacun pour soi. Là, c'est la terreur. Les gens se bousculent, se piétinent. Selon les passagers, très peu de membres de l'équipage les encadrent. Les chaloupes sont prises d'assaut et c'est chacun pour soi. Normalement, c'est les femmes et les enfants d'abord. Enfin, je sais pas, j'ai peut-être trop regardé le film Titanic. Mais là, c'était les mecs qui partaient dans tous les sens. Et ça m'a choquée de voir les hommes réagir comme ça, foncer dans les chaloupes, écraser tout le monde. Et, je sais pas, il y avait des enfants, il y avait des bébés, des personnes âgées en fauteuil roulant. Je me suis dit, comment ils sont partis, ceux-là? Enfin, c'était à eux à monter en premier dans les chaloupes. Plus aucune règle élémentaire n'est respectée. Un homme avec un enfant dans les bras tente de lui trouver une place dans les chaloupes. J'ai un petit là! L'enfant, s'il vous plaît, le petit! Les femmes et les enfants, c'est que dans les films, ça n'existe pas dans la réalité. Nathalie et Patrick
avec Damien 11 ans et Thomas 8 ans, sont empêchés de monter sur les canots par d'autres passagers. On s'est même vu dire à l'approche d'une chaloupe, non, eux ils sont 4, pas eux et pas les enfants. Nathalie voit partir les premières chaloupes et elle se dit qu'avec ses enfants, ils sont loin d'être sortis d'affaire. Certaines embarcations restent bloquées. Les marins n'arrivent pas à les descendre. Les grues pour les mettre à la mer ne fonctionnent pas. Parce qu'elles sont grippées, parce que personne n'est là pour dire comment ça fonctionne, puisque voilà, le staff Costa n'est pas là. Alors ce sont des petites mains, des cuisiniers, des personnes donc, qui prennent l'initiative d'essayer de faire descendre les chaloupes. Et ces petites mains inexpérimentées sont confrontées à un autre problème. L'ordre d'évacuer a été donné trop tard. Le paquebot penche maintenant très fortement. À ce stade, les grues n'ont pas de bras assez longs pour faire descendre les canots à la mer. Ils tapent contre la coque, avec pour certains 150 passagers à bord. Et là, on voit des choses dramatiques, c'est-à-dire des chaloupes qui se renversent, des cris, c'est terrible. Ce chaos provoque des gestes désespérés. Il y en a qui ont sauté sur le toit des chaloupes, il y en a d'autres qui au pont au-dessus en fait, donc qui sautaient sur la chaloupe. Les gens sautaient dans l'eau, on entendait les gens crier et tomber. Donc vous ne saviez pas où c'est qu'ils tombaient, est-ce qu'ils tombaient dans l'eau, est-ce qu'ils tombaient à côté. On a été laissés à l'abandon. Vous aviez 4227 personnes à l'abandon sur le bateau. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucun ordre, plus rien n'était donné, il n'y avait pas aucune consigne de sécurité. Quelque part, on vous a dit démerdez-vous. Quelques marins font ce qu'ils peuvent pour aider. Avancez doucement, doucement. Restez calme. Leur patron, celui qui normalement doit coordonner les secours, le commandant Schettino, est aux abonnés absents. Il va même abandonner le navire et laisser derrière lui des centaines de passagers paniqués. Francesco Schettino est pourtant un commandant chevronné, formé dans l'école navale de Sorrento, l'une des plus prestigieuses d'Italie. Il a une longue carrière derrière lui. Pendant des années, il pilote des ferries dans la péninsule. Il y a une dizaine d'années, il entre chez Costa Croisière où il gravit les échelons avant qu'on lui confie le commandement de l'un des fleurons de la flotte. Comment ce marin reconnu a-t-il pu enfreindre une règle élémentaire? Le commandant doit être le dernier à quitter le navire. Quand la capitainerie de Livourne, qui coordonne les secours, s'aperçoit qu'il n'est plus à bord, elle n'en revient pas et lui ordonne de remonter sur son bateau. Quella fiscaccina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante persone e che cosa hanno a bordo, chiaro? Comandante, per cortesia. No, per cortesia, lei adesso prende e va a bordo. Sto qua per coordinare i soccorsi. Che sta coordinando lì? Vada a bordo, mi coordini i soccorsi da bordo. Ci sto andando perché ci sta l'altra lancia che si è fermata. Lei vada a bordo, è un ordine, lei non deve fare altre valutazioni, lei ha dichiarato l'abbandono nave. Adesso comando io. Lei vada a bordo. Le commandant ne remontera jamais sur son paquebot. Sur le navire, Martine et Patrick sont toujours coincés sur le pont 4. Les chaloupes sont très difficiles d'accès, mais Patrick va avoir le bon réflexe. Et moi j'entends ce bruit de radeau qui se gonfle, ça fait un bruit sourd, parce qu'ils sont en train de larguer. Et j'ai dit aux filles, on reste là. Et on a attendu, et le radeau s'est gonflé, et on a vu le petit mouvement de gens qui y allaient, donc le radeau était là, gonflé. On a enlevé les chaussures, on s'est jeté dans le radeau. Ce n'est pas la fin de l'angoisse. Ces radeaux, comme les chaloupes, sont eux aussi suspendus à des câbles qui vont se coincer au moment de la descente. On a cru mourir là, ouais. C'est que notre radeau de survie a lâché et puis on s'est retrouvés plaqués contre la coque du bateau. Tout le monde s'est précipité, on s'est précipités les uns sur les autres en tenant nos bouts. Et là, je me suis dit, on tombe à l'eau. Beaucoup de naufragés vont connaître la même frayeur. Sur cette vidéo, un homme s'agrippe comme il peut alors que son radeau est suspendu dans le vide.
Finalement, les marins réussissent à libérer les câbles. Patrick et Martine sont sauvés. Mais d'autres continuent de chercher l'issue. Patrick et Nathalie, avec leurs enfants, Anna et Bruno, vont prendre tous les risques pour sauver leur vie. Les dernières chaloupes sont pleines. Sur ces images, on voit Anna angoissée de ne pouvoir monter à bord. Alors, embarquement pour les lifeboats. Ah, trop tard, c'est plein. Allez. Donc on fait la queue à plusieurs chaloupes, 4, 5, 6 fois. Et à chaque fois qu'on arrive à s'approcher, ben, elles sont pleines, elles partent, on ne peut pas monter. Donc là, on n'a pas réussi à embarquer dans les bateaux de sauvetage. À chaque fois, on arrivait, ils étaient pleins. Et là, apparemment, maintenant, ils sont tous pleins. On n'a pas pu accéder à ces chaloupes. Alors les deux couples, comme des dizaines d'autres passagers, vont prendre la même décision de traverser le bateau pour rejoindre l'autre bord où ils espèrent avoir plus de chance. On était en haut, il fallait aller dans la partie plus près de l'eau, quoi, on va dire, hein, parce qu'il y avait des bateaux qui venaient pour nous récupérer. La traversée du navire est dangereuse, elle se fait dans le noir. Et vu l'inclinaison du bâtiment qui est devenue importante, l'eau commence à envahir des couloirs. C'est, on va dire, je pense, le moment le plus critique et où on se dit que la mort n'est pas très loin. Et là, j'ai froid aux pieds, aux chevilles, je ne comprends pas, et je m'aperçois qu'on a les pieds dans l'eau. On est à côté d'une cage d'escalier, et je m'aperçois qu'il y a l'eau dans la cage d'escalier qui monte à vue d'œil. Mais là, on se dit qu'on n'a plus le choix, quoi. Là, on se dit qu'on n'a plus le choix parce qu'on ne peut pas remonter. On va se noyer. On va se noyer. C'est-à-dire, on ne va plus pouvoir respirer, on va se noyer, mais je veux pas, il faut qu'on se sauve. Le niveau de l'eau monte de plus en plus. Ils vont bientôt être coincés contre le plafond. On avait encore un bon... oui, je pense qu'on avait un bon mètre pour passer. C'était la souricière. Patrick et sa famille sortent du couloir in extremis. Mais le pont est maintenant dans l'eau. Ils n'ont plus d'autre solution que de sauter à la mer avec leurs enfants. Je les ai rassurés, je leur ai dit, bon, vous savez nager, vous avez des gilets, c'est pas compliqué, vous foncez tout droit, vous cherchez pas à comprendre. Voilà. Et puis je leur ai pas donné le choix. On n'a plus froid, on ne sent plus rien. On ne sent plus rien, on n'a qu'une idée en tête, sauver ses enfants, leur parler et nager. Heureusement pour eux, le bateau est échoué tout près de la côte. Anna et Bruno doivent eux aussi se jeter à l'eau. Mais difficulté supplémentaire, Bruno ne sait pas nager. Le couple se trouve au-dessous de la cheminée qui semble menacée de s'effondrer. On entendait les câbles de la cheminée péter, on aurait dit que ça allait nous tomber dessus. Donc je commence à nager, puis juste je me retourne, je ne le voyais plus derrière moi. Il n'arrivait pas à avancer, quoi. Il avait juste le gilet de sauvetage et il flottait. Et donc je retourne le chercher, je me mets derrière lui, je le pousse et je nage plus qu'avec mes jambes. Et là, on nage sur à peu près 150 mètres, oui, je pense, 150 mètres au niveau de la cheminée, donc. Et par chance, on atteint un rocher. Pendant ce temps, l'évacuation continue tant bien que mal dans le désordre. Les chaloupes ramènent à terre des groupes de naufragés. Dans le port, ces cris sont ceux des passagers qui recherchent leurs proches, dont ils ont été séparés pendant le naufrage. Et alors c'est un moment d'émotion. Ouais, on se serre fort et tout, et puis trop content de se retrouver. Dans la foule, Patrick et Martine retrouvent leurs amis, tous sains et saufs. Donc c'est là qu'on réalise que on l'a échappé belle et que on est presque des privilégiés. C'était pas notre jour. Mais ils sont encore des centaines sur le bateau dans une situation encore plus difficile.
Car au fil des heures, le navire s'est complètement couché. Ces images ont été tournées par les gardes-côtes. Les derniers naufragés sont maintenant réfugiés sur la coque du paquebot. Ces petites lumières qui clignotent, ce sont les lampes de leurs gilets de sauvetage. Grâce à une caméra thermique, on les voit rejoindre les bateaux de secours avec une échelle de corde. Le chef d'orchestre de cette ultime évacuation est l'un des rares héros de cette nuit de naufrage. Mario Pellegrini. Pourtant, il n'a rien à faire là. Il est le maire adjoint de l'île de Giglio. Quand il a vu le Concordia s'échouer, il s'est précipité à bord. Impossible de le voir sur ces images, mais à ce moment-là, il s'active sur la coque. La difficulté, c'était de faire marcher les gens sur la coque. C'était glissant, dangereux, et il n'y avait qu'une seule échelle de corde. Il est aidé par des membres d'équipage qui ont tenu bon, comme ces matelots indiens. Il témoigne à visage caché car la compagnie Costa leur interdit de parler à la presse. Quand le bateau s'est penché, je ne savais pas quoi faire. Puis, j'ai eu l'idée de faire une chaîne humaine. Je me suis accroché à une rambarde et je leur ai dit « Allez-y, 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 allez-y ». Cette main a sauvé la vie de 30 ou 40 personnes. Vers 4 heures du matin, plus personne ne se manifeste pour quitter le bateau. Mais Mario Pellegrini a une intuition. Avant de s'en aller, il lance un dernier appel dans un couloir. On est parti vérifier avec le mégaphone. On a crié, il n'y avait pas de réponse. Et puis finalement, on a trouvé une fille qui avait la jambe cassée. Grâce à lui, elle est évacuée par les pompiers. Mais d'autres n'auront pas cette chance. Comme ce couple de jeunes Français de la banlieue parisienne. Michael a 25 ans, Mylène 23. Voici le dernier texto qu'elle a envoyé à ses parents. Il y a le bateau qui est penché, on a les gilets de sauvetage. C'est juste pour vous prévenir, on doit partir dans les petits bateaux. C'est la merde. Car tout le monde se pousse, on vous informe dès qu'on a des nouvelles. Depuis, les deux amoureux ont disparu. Ont-ils été piégés par l'eau quelque part sur le navire ? Leurs corps pour l'instant n'ont pas été retrouvés. Et malgré le temps qui passe, leur famille refuse l'idée qu'ils soient morts. Début février, 3 semaines après le naufrage, les parents des deux jeunes gens ont fait le déplacement en Italie. Je ferai n'importe quoi pour retrouver mes enfants. C'est sûr. Ils viennent mettre la pression sur les sauveteurs qui ont interrompu les recherches à cause du mauvais temps. Ça va tellement bouger, ça se trouve que... Ce ferry leur permet de rejoindre Giglio. On culpabilise, nous on est au sec, dans un bateau, alors qu'eux, ça se trouve, ils sont pétrifiés de peur, de froid. Et ils sont quoi? Rien, à 50 mètres de nous. Et on est là, on est des parents, et les parents, ça sert à ça, à aider ses enfants, à les secourir, et on peut rien faire. Et ça, c'est inhumain. Donc voilà, cette impuissance, ça nous bouffe. À l'approche de l'île, Brigitte, la maman de Mylène, monte sur le pont pour observer la silhouette du paquebot échoué. Le lendemain matin, la météo s'est améliorée sur la petite île et les recherches ont repris. Autre signe encourageant aux yeux des parents, suite à un appel à témoins sur Internet, ils ont reçu un mail d'un passager. Il affirme avoir vu leurs enfants près d'une chaloupe le soir du naufrage. On a quand même quelqu'un qui dit les avoir vus quand même sur le pont 4. Donc maintenant, je suppose qu'ils vont relancer leurs recherches dans cette direction-là. Donc, voilà.
ça me redonne espoir. Oui. Mais les sauveteurs veulent les ramener à l'évidence. Ce matin, ils ont rendez-vous avec eux. Nous n'avons pas été autorisés à filmer la réunion. Pendant 1 heure, le chef des secours leur a démontré qu'il n'y avait aucune chance que leurs enfants soient vivants. Mais faute de corps, la mère de Mylène veut continuer d'y croire. Alors, moi, je garde toujours l'espoir. Maintenant, c'est le miracle. Je crois qu'il faut penser au miracle. Mais lui aussi, il me dit, les miracles existent dans la vie. Donc, on y croit. On y croit. Mais c'est vrai qu'après les explications, ça devient plus compliqué. Non, mais j'ai pas. C'est moi. André, ah oui, oui, Depuis notre tournage, 8 corps ont été retrouvés à bord de l'épave. Leur identification est en cours. Les parents de Mylène et Michael attendent de savoir si leurs enfants font partie de ces victimes. Pour ceux qui ont réchappé au naufrage, le retour à une vie normale s'avère difficile. Jessica et Olivier s'en sont sortis en grimpant à bord d'une chaloupe. On les voit ici après leur rapatriement en France, fous d'émotion de retrouver leurs enfants qui n'étaient pas venus avec eux. Pour surmonter le traumatisme, le couple voit un psychologue. Mais Jessica n'a pas pu travailler pendant 1 mois et demi. Il n'y a pas un jour où vous ne pensez pas aux gens qui ont disparu ou qui sont peut-être décédés, les familles qui ne retrouveront jamais leurs enfants ou leurs grands-parents ou leurs parents même. Quant à Anna et Bruno, paradoxalement, ils ne sont pas définitivement dégoûtés des croisières. À part le naufrage, avant, c'était trop bien. Alors, je vois pas pourquoi je repartirais pas à cause d'un commandant qui a voulu faire coucou là et qui a fait une erreur humaine. Je veux pas rester sur un échec. Je suis plutôt positive, qu'on a une bonne étoile, on est là, on n'est pas mort. Et avec le recul, Patrick et Martine ne comprennent toujours pas l'attitude du commandant. Comment, à ce niveau de responsabilité, cet homme a pu laisser tomber ses passagers, son équipage. Il les a abandonnés, il nous a abandonnés. La honte sur lui. Francesco Schettino a été arrêté le lendemain du naufrage. Le commandant est poursuivi pour homicide et abandon de navire. Il risque jusqu'à 15 ans de prison. Quant au Concordia, il gît toujours sur le flanc devant l'île de Giglio. Sera-t-il démantelé ou envoyé par le fond? Pour l'instant, aucune décision n'a été prise.